Dans la première vidéo de cette sous-partie concernant la programmation asynchrone en JavaScript, nous avons appris que la programmation asynchrone en JavaScript passe par l'utilisation des callbacks, des promesses ou des événements. Dans cette vidéo, nous aborderons la programmation orientée événements, en anglais Event Driven Programming, et comment ce paradigme est utilisé en JavaScript pour développer des applications asynchrones. Comme prérequis pour suivre cette vidéo, vous devez avoir une bonne connaissance des callbacks. Et si ce n'est pas le cas, alors je vous recommande de regarder la deuxième vidéo de cette sous-partie sur la programmation asynchrone en JavaScript qui traite en profondeur des callbacks. Vous trouverez donc en description de cette vidéo le lien vers cette vidéo. La programmation orientée événements est un paradigme de programmation dans lequel le flux d'exécution d'un programme est déterminé par des déclenchements d'événements. Comme exemple, nous avons le clic sur un bouton, la perte d'une connexion réseau, etc. La question qu'on peut se poser est pourquoi la programmation orientée événements est-elle associée à la programmation asynchrone? La raison, elle est simple, c'est que en programmation orientée événements, au lieu d'exécuter une série de tâches de manière séquentielle, on attend qu'un événement se produise pour exécuter une tâche donnée. Ce paradigme de programmation permet donc de développer des applications interactives et dynamiques. Il s'agit d'un modèle de programmation qui se repose sur des boucles d'événements, également appelées event loop, qui écoutent constamment l'arrivée de nouveaux événements. En programmation orientée événements, il faut noter que tout est centralisé autour des événements, d'où son nom, programmation orientée événements. La question à se poser dans ce cas est la suivante. C'est quoi un événement? Et ceci nous amène au fondement de la programmation orientée événements. Comme tout paradigme de programmation, la programmation orientée événements se base sur certains fondements. Dans la pratique, la programmation orientée événements repose sur des concepts clés dont les essentiels sont les événements, les déclencheurs d'événements et les écouteurs ou des gestionnaires d'événements. Afin de mieux appréhender la programmation orientée événements, il est nécessaire de passer en revue ces différents concepts. Nous allons donc commencer par les événements. Un événement, encore appelé message, est un signal qui indique qu'une action spécifique s'est produite. Comme exemple, nous avons l'événement de clic qui est déclenché lorsque l'utilisateur clique sur un élément d'une page donnée. Nous avons l'événement keyDown par exemple, qui est déclenché lorsqu'un utilisateur appuie sur une touche du clavier. Dans la pratique, un événement est constitué d'un nom qui sert à l'identifier et de données supplémentaires permettant de traiter l'événement. Dans le cas du clic par exemple, l'événement contient des données telles que l'élément sur lequel l'utilisateur a cliqué, les coordonnées du clic, etc. Et dans le cas du keyDown, qui est l'événement déclenché lorsque l'utilisateur appuie sur une touche du clavier, l'événement contient par exemple la touche sur laquelle l'utilisateur a appuyé sur le clavier. L'interface simplifiée d'un événement se présente comme suit. Donc un événement est constitué d'un type qui est une chaîne de caractères qui peut prendre des valeurs permettant de décrire l'événement ou de l'identifier. Donc comme exemple, nous avons le clic ici qui peut être déclenché lorsqu'on clique dans le navigateur sur un élément de la page. Nous avons par exemple le key up qui est émis lorsqu'on est par exemple dans un champ d'édition et qu'on appuie et qu'on relâche après une touche du clavier. Donc on peut avoir des événements personnalisés comme le error qui peut être émise par un élément ou par un déclencheur d'événements lorsqu'une erreur se produit. Donc on peut avoir par exemple un événement qui est connected, qui peut être émise par exemple par une base de données lorsque l'utilisateur arrive à se connecter à la base de données, etc. Donc nous avons dit qu'en plus du type de l'événement qui permet d'identifier l'événement, nous avons les données qui sont associées à l'événement qui permettent de traiter l'événement en question. Donc exemple ici, nous avons donné un exemple qui permet de donner plus d'informations sur le clic par exemple. Donc ici on suppose que l'utilisateur a cliqué sur un élément qui se trouve à la position en abscisse qui correspond à 10 et en ordonnée qui est à 12 et que l'élément sur lequel on a cliqué a par exemple un identifiant qui est BTN2 ici. Donc l'interface simplifiée d'un événement peut se présenter ici comme suit. Donc le point d'interrogation ici veut dire simplement que cette donnée est facultative, c'est-à-dire qu'on peut avoir un événement qui ne contient pas d'informations supplémentaires. Et le any permet juste d'indiquer que l'information supplémentaire ou la donnée supplémentaire peut être de n'importe quel type. Donc on peut mettre ici un objet, on peut mettre une chaîne de caractères, tout ce qu'on veut et qui permet simplement de traiter l'événement. Le deuxième concept clé de la programmation orientée événements que nous allons voir est la notion de déclencheur d'événements. Un déclencheur d'événements appelé Event Emitter, Producer, Sender, Publisher ou Event Source, comme son nom l'indique, est un élément qui émet des événements pour informer son environnement d'un changement ou d'une action qui s'est produite. L'interface simplifiée d'un déclencheur d'événements peut se présenter comme suit. Il s'agit d'un simple objet doté de méthodes permettant d'ajouter un nouvel écouteur d'événements, de supprimer un écouteur d'événements existant ou de déclencher un événement. Dans le navigateur, par exemple, les event emitters ou les déclencheurs
d'événements dispose d'une méthode add-event-listener qui permet d'ajouter un nouvel écouteur d'événements. Donc cette méthode prend deux paramètres. Le premier représentant le nom de l'événement que nous souhaitons écouter. Comme exemple, nous avons le clic par exemple. Et le second paramètre de cette méthode représente le nouvel écouteur d'événements ajouté. Donc il s'agit ici d'un callback qui sera appelé à chaque fois que l'événement dont le nom est passé en paramètre ici sera déclenché. Donc si je fais par exemple add event listener sur un event émettant un élément de ma page et que je lui passe l'événement clic ici et que je lui ajoute ensuite un callback ici, ce callback sera appelé à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur l'élément en question. Nous avons la deuxième méthode remove event listener comme son nom l'indique qui permet d'enlever ou de supprimer un écouteur d'événements que nous avons précédemment ajouté en utilisant le add event listener. Donc on note ici que l'interface ou la présentation de la signature de ces deux méthodes sont les mêmes. Donc pour supprimer un event listener que nous avons précédemment ajouté, il suffit de repasser le nom de l'événement en question et le event listener représentant l'écouteur d'événements que nous avons précédemment ajouté. Donc nous avons la dernière méthode emit qui nous permet d'émettre ou de déclencher un événement. Donc cette méthode prend en paramètre le nom de l'événement à déclencher et les informations supplémentaires sur l'événement en question. Il faut noter que ceci est juste une interface simplifiée pour décrire les events émittants. Donc cette interface peut changer en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Donc sur le navigateur par exemple, nous avons le add event listener et le remove event listener, alors que sur Node.js ou un environnement serveur, nous avons le on qui permet d'ajouter un événement et vous verrez que cette méthode a la même signature que le add event listener que nous avons ici. Nous avons le off qui permet de supprimer un event listener existant. Donc cette méthode a également la même signature que la méthode ici. Et nous avons le emit qui peut porter des noms différents. Juste pour dire ici qu'il s'agit d'une méthode qui permet d'émettre un événement et qui accepte deux paramètres dont le premier représente le nom de l'événement et le deuxième représente des informations supplémentaires sur l'événement qui est déclenché. Le troisième concept de la programmation orientée événement que nous allons voir est la notion d'écouteur d'événements. Un écouteur d'événements, encore appelé event listener ou event handler, consumer, receiver ou subscriber, est un élément qui s'enregistre pour écouter un événement spécifique et qui sera informé à chaque fois que cet événement se produit. Dans la pratique, un écouteur d'événements est simplement une fonction de rappel, c'est-à-dire un callback qui prend en paramètre un événement. Donc ici, nous avons par exemple la signature ici qui décrit cela. Donc nous avons un event listener ici qui est représenté par une fonction qui prend en paramètre l'événement qui est émis. Donc il s'agit ici d'une simple fonction qui sera appelée à chaque fois que l'événement sera déclenché. Ce qu'il faut noter ici, c'est que pour un événement donné, on peut avoir plusieurs event listeners. Une chose importante aussi à noter en programmation orientée événement, c'est que lorsque nous n'avons plus besoin d'écouter un événement, il faut retirer l'event listener qui nous permet d'écouter cet événement. Et ceci nous permet d'éviter des fuites de mémoire. Donc c'est une règle très importante. Donc on ajoute au besoin de nouvelles event listener en utilisant la méthode add event listener. Et lorsque dans l'application nous n'avons plus besoin d'écouter l'événement ou que nous ne sommes plus intéressés par l'événement qu'on écoutait en utilisant le add event listener, il faut supprimer le event listener en utilisant le remove event listener ou le off selon l'environnement pour signaler au système que nous ne voulons plus écouter l'événement en question. Donc cela permet d'éviter des fuites de mémoire. Afin de mieux comprendre les concepts d'événements, de déclencheurs d'événements et d'écouteurs d'événements, qui sont des concepts clés ou essentiels en programmation orientée événements, j'ai mis en place ici un petit projet dont le but est d'expliquer et de faire voir à quoi tout cela ressemble dans la pratique. Donc ici, j'ai une page HTML qui contient un simple bouton. Et à cette page, je lis un fichier JavaScript qui est représenté par le fichier index que nous avons là. Donc si nous nous référons au contenu de notre page HTML, il contient tout simplement un bouton qui possède un identifiant donné. Donc cet identifiant, nous allons l'utiliser plus tard pour pouvoir sélectionner ou accéder à ce bouton pour pouvoir y ajouter des écouteurs d'événements. Donc le contenu de cette page elle est simple, donc je peux fermer cela. Donc on retient juste qu'on a sur cette page un bouton qui a le test Click Me et qui possède l'identifiant MyButton. Donc si je reviens maintenant à mon code
JavaScript qui va nous permettre de réaliser des manipulations sur la page ici. Il faut retenir juste que ce code ou cette première ligne de code me permet simplement d'accéder au bouton que nous venons de voir sur la page HTML en utilisant son identifiant. Donc c'est quelque chose que nous allons voir lorsqu'on va revenir lorsqu'on va attamer la partie sur la manipulation du DOM. Donc retenez simplement ici que MyButton représente pour nous le bouton que nous avons vu tout à l'heure sur la page. Donc ce code nous permet de récupérer un élément à partir de son identifiant, cette méthode. Donc du coup on lui passe en paramètre l'identifiant du bouton que nous avons vu sur la page précédente, de cette page, la page HTML. Donc il s'agit de cet identifiant. Donc nous pouvons fermer cela et nous concentrer sur cette partie. Donc pour donner une idée visuelle du bouton, le bouton se présente comme suit. Donc il s'agit de ce bouton. Donc il ne fait rien pour le moment lorsqu'on clique dessus. Donc l'idée c'est d'ajouter un écouteur d'événements sur ce bouton pour que lorsqu'on clique dessus, que cela nous affiche des informations dans la console ici. Donc nous allons retourner à notre code. Donc ici nous avons vu tout à l'heure que pour ajouter un événement, pour ajouter un écouteur d'événements, on utilise la méthode addEventListener. Donc il s'agit de cette méthode. Donc on lui passe en paramètre le premier paramètre qui représente l'événement que nous souhaitons écouter. Le nom de l'événement que nous souhaitons écouter. Donc là, on dit que nous voulons écouter l'événement de clic. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur le bouton, on veut écouter cela et déclencher une action donnée. Donc ici, nous allons déclarer ensuite notre EventListener et nous avons vu qu'un EventListener est juste un callback qui prend en paramètre un événement. Donc ici, en faisant cela, je déclare ici un callback. Donc il prend en paramètre ici l'événement que nous voulons. Donc je peux nommer ceci comme je veux, donc je vais le nommer là pour ne pas induire en erreur, donc je mets juste Eve comme ça qui va représenter notre événement en question. Donc là je dis au JavaScript que je veux écouter l'événement click sur cet élément qui représente dans ce cas le event emitter. C'est lui qui produit ces événements. Donc l'événement écouté, son nom ici c'est le click. Et le callback que nous avons ici représente notre event listener. Et nous avons vu qu'une event listener prend comme paramètre l'événement en question. Donc là, l'éditeur est un peu intelligent et nous dit que là, nous sommes en train d'écouter un mouse event. Donc pour un début, nous allons juste afficher ici des détails sur l'événement en question. Donc je mets juste ici Yves comme ça. Donc j'enregistre là, je retourne dans mon navigateur, je réactualise la page, je clique sur mon bouton. Donc lorsque je clique sur le bouton, je vois des informations apparaître dans la console. Donc on va essayer d'analyser cela rapidement. Donc nous avons vu que pour un événement donné, l'événement dispose d'abord du type qui représente son nom ou une description de l'événement qui permet de le capturer. Et nous avons des détails supplémentaires. Donc si nous procédons à l'analyse de cet objet, donc ça représente pour nous l'événement en question. Donc on voit ici par exemple qu'en plus de l'événement, du nom de l'événement qu'on trouvera quelque part ici, qui est le type, nous avons d'autres informations supplémentaires qui nous permettent de traiter l'événement. Donc on voit ici par exemple que nous avons les coordonnées du clic, donc il nous dit ici que le X est égal à 57, le Y est égal à 19. Donc en plus de ces informations, nous avons par exemple le timestamp du moment où on a cliqué sur l'élément et d'autres informations. Donc ici c'est un exemple d'événement de clic que nous avons écouté. Donc chaque événement, en fonction de l'événement que nous écoutons, nous pouvons avoir des informations qui diffèrent ou qui sont différents ou qui sont spécifiques à l'environnement ou à l'événement que nous sommes en train d'écouter. Donc nous allons modifier un peu le code. Donc avant de faire cela, je peux faire d'autres tests. Donc si je clique là par exemple, donc on voit que l'événement est déclenché de nouveau. Et on note également que l'abscisse et leurs données ont changé. Donc si je vais cliquer par exemple un peu à l'extérieur de mon bouton ici, donc on va voir que les abscisses et les ordonnées vont encore changer.
Donc voilà à quoi ressemble un événement dans la pratique. Donc l'événement est constitué d'un type et des informations supplémentaires. Donc si nous revenons au code ici, on peut s'amuser à modifier cela et à détecter par exemple le nombre de fois que l'utilisateur clique sur le bouton et afficher ça dans la console. Donc on peut simplement ici par exemple ajouter un nombre. Donc on peut dire ici count. Donc on va lui donner la valeur 0, initialiser avec la valeur 0. Et à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur le bouton, nous allons procéder à l'incrémentation de cette valeur et ensuite l'afficher. Donc on peut procéder ainsi. J'enregistre là, je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page, je clique une fois, on me dit que je peux pas accéder, je peux pas assigner à une constante. Ok, je devais déclarer la variable ici en tant que let au lieu de const. Donc j'enregistre, je retourne de nouveau dans mon navigateur, j'actualise ma page, je clique, donc là j'ai 1, 2, 3, etc. Donc en procédant ainsi, on vient d'ajouter un event listening qui permet d'afficher le nombre de clics dans la console. Donc dans ce cas, le bouton représente pour nous l'event émettant. L'événement émis, nous avons vu tout à l'heure que c'est le clic, et les détails sur l'événement peuvent être récupérés et traités comme nous l'avons vu tout à l'heure. J'ai précédemment dit qu'on peut, pour un event émettant donné, avoir plusieurs event listening. Donc nous allons également démontrer cela et voir l'implication de cela. Donc ici, ce que je peux faire, je peux ajouter pour ce bouton un deuxième event listening. Donc dans le premier event listening, je fais le calcul, j'affiche la valeur, et dans le second event listening, je vais juste afficher ici listening true par exemple. Donc là, nous venons d'ajouter deux event listening, un premier qui permet de faire le calcul de l'affiché et un second qui permet de réaliser l'affichage de listening 2. Donc l'implication de cela, c'est que l'ordre d'ajout des event listening est important. C'est-à-dire qu'ici, nous ajoutons cet event listening en premier avant cet event listening. Donc du coup, l'ordre d'exécution va dépendre de l'ordre d'ajout des event listening. Donc ça veut dire que cet event listening sera appelé en premier. À chaque fois que l'événement sera déclenché, cet event listening sera déclenché en premier. Et lorsque l'exécution de cet event listening va se terminer, c'est là que ce second event listening sera appelé. Donc on va tester cela. Donc j'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc lorsque je procède au clic, on voit que j'ai le calcul qui provient du premier event listening qui est appelé en premier. Donc on peut voir ça ici. Donc il s'agit de ce code qui me permet de faire l'affichage. Donc c'est le premier event listening qui est appelé avant le second. Donc si je reviens dans ma console, que j'exécute de nouveau, donc on voit que le 2 est affiché avant les listening 2. Donc du coup, ce qui est important à retenir ici, c'est que l'ordre de déclaration d'ajout des event listening est important. Donc si je reviens ici et que je change l'ordre ici et que je mets le 2 avant le 1, c'est-à-dire que j'enregistre le premier event listening avant le second, donc on va noter ici que l'ordre va changer. Donc ici, on aura maintenant listening 2 avant l'affichage du nombre de clics. Donc si je fais ceci et que j'exécute cette fois-ci, on voit maintenant que l'ordre change parce que ce listening a été ajouté en premier avant ce second listening. Nous allons maintenant complexifier un peu la chose ici en ajoutant un event listening qui a un code qui est asynchrone. Parce que là, nous sommes dans des cas de listening avec des codes qui sont synchrones. Donc, tout se fait dans l'ordre d'ajout des listening. Et là, nous allons procéder à un troisième ajout. Supposons ici que j'ajoute un troisième event listening ici, que je vais nommer listening 3 par exemple. Et qu'à l'intérieur de ce event listening, je fasse un set timeout pour déclencher, par exemple, pour exécuter un autre callback après un certain temps. Donc, supposons que je fasse ceci.
pour dire que c'est la fin de mon event listing. Supposons que je fasse ceci, que je mette ici, que je vais exécuter ça juste après une seconde, que je dise ici, je fais un console log ici, que je mette ici task, juste pour dire que task listing tree par exemple, et qu'ensuite ici que je mette un end ici. Donc je vais mettre ici start listing. Donc là, le but est de complexifier un peu les choses pour expliquer la combinaison de la programmation orientée événement avec du code qui peut être asynchrone. Donc ici, nous ajoutons un premier listing ici qui contient du code asynchrone. Donc si vous avez suivi les précédentes vidéos sur les callbacks, vous noterez que ici, lors de l'exécution de ce callback, on va procéder à l'exécution de cette ligne. Cette ligne sera reportée, l'exécution de cette ligne sera reportée après une seconde. On va passer à l'exécution de cette ligne. Le code ici va terminer son exécution. On va continuer l'exécution du code, ce qui va entraîner l'exécution de second listing avant de passer ici. Donc après que tous les codes synchrones auront fini de s'exécuter, c'est là que notre code task listing tree va finalement s'exécuter. Donc l'idée ici, c'est juste de montrer un comportement avec un code asynchrone. Donc malgré que l'ordre est important, il faut aussi prendre en compte le code qui est exécuté. Est-ce que le code qui est exécuté est synchrone ou pas? Donc si c'est synchrone, ça veut dire que tout va se passer de façon séquentielle, le callback va s'exécuter de façon séquentielle. Et si c'est pas le cas, ça va dépendre du type de callback ou du code que le callback exécute. Parce que nous avons vu dans la vidéo sur les callbacks que nous pouvons avoir des callbacks qui sont synchrones ou asynchrones. Donc là, nous avons un callback qui contient un code qui est asynchrone. Donc j'enregistre. Je passe à mon navigateur. J'actualise ma page. Donc je lance le clic. Donc on voit que j'ai le start listing one qui est exécuté en premier, suivi de end listing two. Parce que ces codes sont censés s'exécuter de façon synchrone. Donc d'où le fait que le listing 3 a démarré, a terminé son exécution. Et durant cette exécution, il y a le setamort ici qui sera lancé, mais vu que c'est asynchrone, c'est pas exécuté tout de suite, son exécution est reportée. Donc ça veut dire que le code va continuer son exécution avec tout ce qui est synchrone. Donc il tombe dans l'exécution du reste du code. Donc on va tomber dans le cas du listing 2, vu que c'est le listing 2 qui est enregistré en deuxième, suivi du listing qui permet d'afficher le nombre de clics. Et à la fin maintenant, lorsque les codes synchrones vont terminer leur exécution, il y a le moteur qui va passer ensuite à l'exécution du code que nous avons ici, qui est le code asynchrone. D'où le fait que le task listing tree est affiché tout à la fin. Donc ceci explique cela. Donc si on refait encore une deuxième fois, on attend une seconde avant l'affichage. On attend une seconde avant l'affichage du task listing tree. Donc c'est quelque chose à prendre en compte lorsque vous faites de la programmation asynchrone associée à la programmation orientée événement. Donc l'exécution, première chose à retenir, c'est que l'exécution est fonction de l'ordre d'ajout des listings. Donc c'est très important. Et deuxième chose, tout dépend de la façon dont le listing est exécuté. Donc s'il s'agit d'un code asynchrone, donc le code va s'exécuter de façon asynchrone. Et lorsqu'il s'agit d'un code asynchrone, donc tout le code va s'exécuter, passer au code du prochain callback enregistré. Nous avons ici un second code source dont l'objectif est de démontrer à quoi ressemble en pratique la programmation orientée événement côté serveur. Donc soit un environnement Node.js dans ce cas. Donc ici, la première chose ici à savoir, c'est juste que dans l'environnement Node.js, en environnement d'exécution côté serveur,
Les event emitters sont fournis à travers une classe ou une fonction constructeur event emitter. Donc pour créer un déclencheur d'événement, il suffit juste de faire new sur la classe en question et cela nous permet de créer un event emitter, c'est-à-dire un élément qui peut émettre des événements. Donc du coup ici, si nous analysons un peu le code rapidement sans tenir compte de tout ça, qui est particulier à l'environnement d'exécution, donc on voit ici que le event emitter ici, nous ajoutons un écouteur d'événements en utilisant la méthode on. Donc on passe ici, comme nous l'avons vu tout à l'heure en environnement de navigateur, le nom de l'événement qu'on souhaite écouter et on passe ici notre callback qui sera exécuté à chaque fois que cet événement se produit. Donc ensuite, nous utilisons la fonction setInterval pour déclencher à chaque fois un événement depuis ce event emitter que nous avons créé là. Et l'événement qui est émis à chaque fois est l'événement alive. Donc on peut, si nous le souhaitons, ajouter des informations supplémentaires, mais lui, ici, nous voulons juste démontrer à quoi cela ressemble en environnement d'exécution serveur. C'est à cause de ça que nous utilisons ce code, donc pas besoin d'aller plus loin. Donc ici, ça veut dire qu'à chaque fois, ce callback sera appelé et le code ici va permettre d'émettre l'événement alive après chaque 1 seconde. Donc après chaque 1 seconde, cet événement sera déclenché. Et vu que nous avons un event listener ici qui permet d'écouter cet événement, ça veut dire que dans notre console, lorsqu'on va exécuter ce code, après chaque 1 seconde, ce callback sera appelé pour afficher IAM avec les 3 points de suspension. Donc nous allons retourner à dans ce cas, à notre console et tester le code en question pour voir ce que ça donne. Donc ici, je vais juste faire node ici, suivi du nom de mon fichier. Donc après 1 seconde, on voit qu'après chaque 1 seconde, il y a IAM qui s'affiche ici. Et ceci est dû au fait que après chaque 1 seconde, si on regarde encore le code ici, l'événement alive est déclenché et est capturé par ce callback qui affiche le message IAM dans la console, ce qui nous permet d'avoir ceci. Donc je peux arrêter cela. Donc si je retourne au code, en environnement serveur, le processus du programme nous fournit également certains événements qu'on peut écouter. Donc dans le cas du code qui est mis en commentaire ici, cela peut nous permettre d'écouter le fait que l'utilisateur arrête le programme en utilisant le CTRL-C. Donc tout à l'heure, le comportement par défaut, si je reprends mon code ici, le comportement par défaut pour arrêter le programme serait de faire un CTRL-C. Donc si je fais CTRL-C, qui est représenté par ceci, ça arrête par défaut le programme. Mais en environnement serveur, nous pouvons dire par exemple que nous voulons écouter cet événement qui est représenté par le sigint et exécuter une action pour soit par exemple arrêter notre programme ou faire quelque chose de particulier. Donc dans ce cas, lorsque l'utilisateur va faire le CTRL-C, lorsque notre programme est en cours d'exécution, on va juste lui afficher le message exit et puis arrêter le processus. Donc on va tester cela pour voir également à quoi cela ressemble. Donc je retourne ici dans ma console, je réexécute le code. Donc je vois que j'ai le message qui s'affiche de nouveau et lorsque je fais CTRL-C, donc on voit que le message exit est affiché avant d'arrêter le programme. Mais si je n'avais pas fait le exit ici, par exemple si je mets en commentaire ce code, on va voir que le programme va continuer normalement son exécution. Parce que ici, nous écoutons nous-mêmes et nous gérons nous-mêmes les coûts de cet événement. Ça veut dire que c'est plus l'environnement qui nous fait le travail par défaut, ou lorsque l'utilisateur clique CTRL-C, ça arrête le programme. Et nous disons ici que nous-mêmes nous gérons explicitement cet événement. Donc, libre à nous de le gérer comme nous voulons. Donc, si je fais ceci, donc ça veut dire que là, lorsque j'exécute de nouveau, lorsque je vais faire le CTRL-C ici, on aura le message exit qui va s'afficher, mais le programme ne s'arrête plus. Pourquoi? Parce que nous ne contrôlons pas la sortie du programme ici. Donc, dans ce cas, je suis obligé de faire un CTRL-Z pour arrêter le processus en question. Donc, si je ramène le code ici, et que je l'exécute de nouveau, lorsque je fais un CTRL-C, ça me permet maintenant d'arrêter le programme. Donc c'est de cette façon qu'on peut créer des programmes qui sont créatifs et dynamiques en utilisant les concepts de programmation orientée événement.
Donc dans la pratique, lorsqu'on développe une application, il peut arriver qu'on souhaite créer et déclencher un événement personnalisé pour répondre à un besoin donné. Donc pour réaliser cela côté serveur, voilà ce que nous venons de faire, parce que là, nous avons, contrairement à ce que nous avons fait au niveau du navigateur où on se basait directement sur un bouton qui existe, ici nous avons créé un événement nous-mêmes et nous déclenchons nous-mêmes, nous contrôlons nous-mêmes le déclenchement de l'événement ici. Alors que dans le navigateur, on se référait juste on faisait juste l'écoute de l'événement et c'est le navigateur qui déclenchait les événements pour nous. Donc en fonction de l'environnement d'exécution, l'environnement fournit des méthodes ou des façons de faire pour pouvoir déclencher des événements. Donc ceci, ça nous permet de voir en même temps le cas des événements personnalisés. Donc dans ce cas, on était dans un cas qui ressemblait un peu à ce que le navigateur nous fait, à savoir le process déclenche, c'est-à-dire l'environnement d'exécution déclenche lui-même l'événement et là nous écoutons juste l'événement. Donc il s'agit d'un événement existant que nous écoutons ou un événement natif, comme dans le cas du clic sur un bouton dans le navigateur. Et si nous voulons créer nous-mêmes des événements personnalisés, donc on peut passer par les outils que l'environnement nous fournit. Donc ici, cela a été démontré. Donc on peut dire que ici nous sommes dans un cas de création d'événements personnalisés qui est à live ici. Donc c'est pas un événement que nous prenons nativement du système, mais c'est un événement que nous créons par nous-mêmes et que nous gérons après l'écoute de l'événement. Juste pour dire que on peut créer dans une application des événements personnalisés comme nous l'avons fait pour l'environnement d'exécution côté serveur ici. Nous avons ici un code dont l'objectif est de démontrer à quoi ressemble la création d'événements personnalisés côté navigateur, comme nous l'avons fait avec les events et meta côté serveur. Donc ici, nous prenons notre bouton de tout à l'heure et nous lui associons un event listenant. Mais cette fois-ci, l'event listenant ici va écouter le déclenchement de l'événement tree. Donc il s'agit d'un événement personnalisé, c'est-à-dire dans le navigateur, on n'a pas un événement tree qui est nommé comme ça. Mais là, il s'agit d'un événement personnalisé. Donc pour pouvoir créer et déclencher un événement personnalisé, donc on utilise la fonction constructeur custom events côté navigateur qui nous permet de créer un événement et de pouvoir passer des données à l'événement en utilisant le second paramètre du constructeur. Donc ici, pour faire simple, l'objectif du code ici, c'est que au lieu d'afficher à chaque fois au lieu d'écouter à chaque fois le clic sur le bouton et d'afficher le message dans la console, nous créons un nouvel événement personnalisé qui sera déclenché seulement lorsque l'utilisateur clique sur le bouton un nombre de fois qui est multiple de 3. Donc ici, si on analyse rapidement le code, donc ici nous avons le bouton, on écoute le clic sur le bouton, on procède à l'incrémentation de notre compteur et à chaque fois que ce compteur a une valeur qui est multiple de 3, on crée un événement personnalisé qu'on déclenche. Mais on voit ici que la source de l'événement, c'est toujours notre bouton. C'est ce qui nous permet de l'écouter ici en utilisant le nom de l'événement que nous avons créé ici. Dans la remarque ici, la première chose, pour créer un événement personnalisé, on passe par le custom event comme ça, en lui passant en paramètre le nom de l'événement et comme deuxième paramètre les détails de l'événement. Et pour dispatcher un événement sur un élément qui est présent sur la page, il suffit de récupérer l'élément en question et d'appeler la méthode dispatch dessus en lui passant l'événement qui est créé et qu'on veut déclencher. Donc si nous retournons à notre navigateur et que nous procédons à l'exécution de ce code, donc j'ai cliqué une fois sur le bouton, une deuxième fois, une troisième fois, et là on voit le message apparaître, donc je fais quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, donc ça apparaît septième fois, huitième fois, neuvième fois, ça apparaît de nouveau. Donc le but c'est juste de démontrer que pour créer des événements personnalisés côté client, on passe par custom events et pour déclencher les événements, on passe par le dispatch
qui est appelé sur l'événement l'élément source. Donc ici, le bouton représente la source de l'événement, c'est-à-dire l'event emitter. Le listener est représenté ici par ce callback. Le nom de l'événement qu'on écoute, c'est le tree. Et nous avons les trois éléments ou les trois concepts qui sont représentés ainsi. Donc voilà pour l'explication des différents concepts et à quoi cela ressemble dans la pratique, que ce soit en environnement serveur ou en environnement client. Nous avons vu dans la première vidéo de cette partie qu'il y a trois façons d'exécuter ou de réaliser la programmation asynchrone en JavaScript. Donc nous avons d'abord parlé des callbacks, nous avons parlé des promesses qui sont une évolution moderne des callbacks pour éviter les callbacks réels. Nous avons parlé également maintenant des événements. On peut se poser la question de savoir quand utiliser la programmation orientée événement par exemple. Donc pour vous donner certains éléments, on peut utiliser la programmation orientée événement lorsqu'on veut développer une application qui est basée sur la communication entre composants indépendants. C'est-à-dire lorsqu'on a besoin de gérer des interactions complexes en temps réel entre plusieurs composants d'une application. On peut également utiliser ce paradigme de programmation lorsqu'on travaille sur des flux de données continus comme l'interaction de l'utilisateur sur une interface graphique, comme ce que nous avons vu avec les boutons dans le navigateur. On peut également l'utiliser lorsqu'on souhaite que plusieurs parties d'une application réagissent à un même événement. Nous avons vu tout à l'heure que on peut ajouter plusieurs event listeners pour un même événement et gérer cela de façon différente. Donc voilà quelques éléments qui peuvent vous permettre de décider quand utiliser la programmation orientée événement. Donc la limitation de l'utilisation des promesses, par exemple, les promesses, on avait vu que les promesses, après leur résolution, elles ne peuvent plus rien faire en fait, ou s'exécuter. Donc c'est des exécutions qui se terminent dans le futur une seule fois, alors qu'avec des événements, on peut mettre plusieurs événements et traiter cela, mais de façon asynchrone. En ce qui concerne l'essentiel à retenir pour cette vidéo, je dirais dans un premier temps que la programmation orientée événement est un paradigme de programmation dans lequel le flux d'exécution d'un programme est déterminé par des déclenchements d'événements. C'est un paradigme qui se repose sur des concepts clés tels que un émetteur d'événements qui déclenche un événement chaque fois qu'un changement survient et qui est écouté par un auditeur d'événements qui réagit en fonction des détails de cet événement. Aussi, ce paradigme de programmation permet de créer des programmes qui réagissent de manière dynamique aux interactions de l'utilisateur et aux changements d'état. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous sur la programmation orientée événements en JavaScript. À cette étape de cette sous-partie sur la programmation asynchrone en JavaScript, nous avons parcouru les différentes méthodes pour pouvoir réaliser la programmation asynchrone, à savoir, dans un premier temps, l'utilisation des callbacks, la version améliorée qui représente les promesses et enfin, les événements. Donc dans la prochaine vidéo de cette sous-partie, nous examinerons en détail le mécanisme de la boucle d'événements, c'est-à-dire le event loop, et la manière dont le code asynchrone s'exécute dans les coulisses. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.